vous avez reçu notre communiqué de presse, mais je vous fais une petite présentation et puis après, on pourra échanger et je pourrai répondre à toutes les questions que vous souhaitez poser. Donc, ce que le gouvernement, et en particulier le ministre de la Santé, a décidé d'engager une polémique sur les cotisations des mutuelles, des complémentaires santé en général, mais pour ce qui nous concerne, donc des mutuelles. Ce n'est pas la première fois, ça avait été fait il y a 2-3 ans. C'est un peu un gimmick qui revient quand on a besoin de trouver un bouc émissaire à un certain nombre de décisions qui n'ont pas été prises. Parce que les chiffres, et ce ne sont pas nos chiffres, hein, ce sont les chiffres du gouvernement, et en particulier du ministère de la Santé, par l'intermédiaire de l'IRDES, son service des statistiques, montrent en fait que les cotisations mutualistes augmentent conformément à l'augmentation des dépenses de santé. On est sur une augmentation moyenne sur les 2 dernières décennies des dépenses de santé de 2,5% par an. Alors c'est vrai qu'en cumul, ça fait beaucoup. Hein, quand on reprend, j'ai encore entendu dans la presse dernièrement des comparaisons sur des cotisations d'il y a 5 ou 10 ans. Effectivement, 2,5% par an, c'est beaucoup quand ça se cumule sur des années. Pour autant, les cotisations mutualistes suivent cette pente-là. Et même sur les 2 dernières années, pour amortir au maximum l'augmentation de leurs cotisations, les mutuelles ont fait baisser leurs frais de gestion. Les frais de gestion qui couvrent tous les services qu'elles apportent à leurs adhérents. En fait, ce qui se passe, c'est que cette augmentation du coût de la santé est absorbée par notre système de protection sociale solidaire qui est composé à la fois de la sécurité sociale et des complémentaires santé. Pour ce qui concerne la sécurité sociale, ça se traduit par les déficits récurrents. Et on sait là aussi le débat qu'il y a politiquement sur la question des déficits de la sécurité sociale. Donc, l'augmentation des dépenses produit du déficit qui, au bout d'un certain temps, est reversé à la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, et qui est financée par les ménages à travers j'ai oublié le nom de la contribution spécifique, c'est ce qui complète la CSG, la CRDS, contribution au remboursement de la dette sociale. Donc, la Sécu fait des déficits du fait de l'augmentation des dépenses de santé et du fait que ces ressources ne suivent pas au même rythme. Elle le transfère à la CADES et c'est remboursé par le CRDS. Ce mécanisme n'est pas possible et n'est pas souhaitable d'ailleurs pour les complémentaires, en particulier les mutuelles, qui ont une contrainte réglementaire et légale d'équilibrer leurs comptes et de pouvoir toujours prouver qu'elles sont en mesure de rembourser, quoi qu'il arrive, les prestations à leurs adhérents. Ça se traduit par l'impossibilité de faire des déficits, en tout cas de façon durable, et l'impossibilité de s'endetter. Si une mutuelle qui serait endettée serait immédiatement liquidée par la haute autorité qui contrôle les mutuelles et qui est un organisme indépendant, mais qui a été mis en place par l'État. Donc, d'un côté, on nous donne des injonctions pour ne pas augmenter les cotisations, alors que les dépenses augmentent, et de l'autre côté, on nous interdit de faire des déficits. Donc, c'est une polémique que nous trouvons particulièrement injuste, d'autant que les mutuelles ont fait de gros efforts. Les mutuelles, c'est le regroupement de personnes pour se couvrir. Elles n'ont aucun intérêt à augmenter leurs cotisations. Les mutuelles ne produisent pas d'excédent, ne redistribuent aucun excédent. Elles ne rémunèrent aucun actionnaire puisqu'elles n'ont pas d'actionnaire, et elles ont même l'interdiction de redistribuer un quelconque excédent, même à leurs adhérents. Donc les mutuelles n'ont aucun intérêt à accumuler des résultats au-delà du strict minimum qui est demandé, qui est déjà assez élevé, mais qui est demandé par la législation pour couvrir ces engagements. Au-delà de l'augmentation donc, des dépenses de santé de 2,5%, il y a d'autres mécanismes qui s'ajoutent et qui produisent cette perception par les adhérents d'une forte augmentation des cotisations, qui est une réalité, hein, et pour certains qui devient vraiment problématique. C'est d'une part les taxes. Hein, le gouvernement a trouvé dans les complémentaires santé de véritables vaches à lait et n'a cessé d'augmenter les taxes sur les 20 dernières années. À la fin des années 80, début des années 90,
les mutuelles, les complémentaires santé en général, et donc les mutuelles, n'étaient absolument pas taxées. À aujourd'hui, sur les 2 dernières années, on est arrivé à 15%. Donc on est passé d'aucune taxe à 15% de taxes. Augmenter les cotisations de 15% de façon artificielle par des taxes, ça pèse aussi lourdement sur le budget des familles. Et c'est d'autant plus moins légitime qu'à partir du moment où on reconnaît qu'il faut absolument une complémentaire santé pour se soigner, à minima, la complémentaire santé devrait être reconnue comme un produit de première nécessité, comme un service de première nécessité. Or là, on est arrivé à des taxes qui sont 3 fois supérieures à la TVA appliquée aux produits de première nécessité. Le président fédéral, Éric Chenu, faisait la comparaison avec le hamburger, qui est 3 fois moins taxé, mais c'est vrai pour tous les produits de première nécessité. Donc d'un côté, on dit les cotisations ne vont pas augmenter, les dépenses de santé augmentent à un rythme assez logique compte tenu du vieillissement de la population et de l'augmentation des techniques de soins, et on rajoute à ça des taxes dans des proportions déraisonnables. Aujourd'hui, 15% de taxes, c'est 2 mois de cotisation. C'est-à-dire quand un adhérent paye sa cotisation, en janvier et février, c'est que pour les taxes. Il ne commence à financer ses dépenses de santé qu'à partir du mois de mars. Donc ça, c'est un vrai problème. Et puis, il y a aussi une dernière question qui pèse aussi, c'est de ces 2 dernières années, c'est la mise en place du reste à charge zéro. Reste à charge zéro que le gouvernement appelle improprement 100% santé. 100% santé, j'ai envie de dire, c'est une fake news. Demander aux personnes qui sont soignées, il y a 100% de rien du tout. C'est seulement dans certains cas où ils peuvent avoir aucun reste à charge, encore dans certains cas très limités. Mais néanmoins, ce reste à charge zéro dans le domaine de l'optique, du dentaire et de l'audioprothèse a abouti à une très forte augmentation de la participation des mutuelles. On nous avait dit, le gouvernement avait annoncé que l'effort serait partagé entre la sécurité sociale, les complémentaires santé et les professionnels de santé avec des engagements de modération d'évolution des tarifs. On s'aperçoit aujourd'hui, et là aussi il y a des chiffres qui sont clairs, et on le dira dans les prochains rapports de l'IRDES de façon claire, que la totalité de l'augmentation de la prise en charge qui est réelle de ces soins-là pèse sur les complémentaires santé et sur les mutuelles. Pour ce qui concerne la Sécu, la prise en charge est stable sur ces soins. Pour ce qui concerne les professionnels de santé, dans certains cas, ils ont fait des efforts sur ce qu'on appelle l'enveloppe reste à charge zéro, c'est-à-dire les soins qui sont soumis au reste à charge zéro, où il y a des plafonds de facturation, mais ils se sont rattrapés et de façon totale, voilà, sur le reste des soins. Et quand ils ont dû réduire un peu leurs tarifs pour le reste à charge zéro, ils ont reporté ces tarifs réduits sur les autres services et les autres biens qu'ils vendent. C'est vrai en optique, où au reste à charge zéro, le coût moyen des équipements a augmenté. C'est vrai en dentaire, où là, les remboursements explosent. Et c'est vrai aussi en audioprothèse, où il y a certes une classe d'appareil qui est désormais bien remboursée grâce aux complémentaires, mais il y a une autre classe d'appareil qui n'est pas soumise à la limitation de tarifs à zéro, et là-dessus aussi, les tarifs ont augmenté. Donc, au résultat de ce reste à charge zéro, c'est les complémentaires, les mutuelles, qui ont pris la totalité, qui prennent la totalité de l'augmentation, de l'amélioration des remboursements, et ça se traduit pour l'année 2000, ça va commencer un petit peu à la fin de l'année 2020, mais pour l'année 2021, ça se traduit par 140 millions d'euros de remboursements supplémentaires. Et donc au total, alors là, on a peut-être une infographie, est-ce qu'on peut la partager? C'est celle-là, pour qu'on voit bien le mécanisme. On vous les enverra, on a 3 infographies là, qui ont été produites, on va vous les envoyer par mail dès qu'on a terminé peut-être si on peut l'afficher. Voilà, ça arrive. Voilà, c'est cette infographie-là. Donc, vous voyez qu'on nous dit, vous avez fait des économies en 2020 du fait de report de soins. Alors, effectivement, les remboursements de soins ont diminué en 2020 pour les mutuelles de 990 millions d'euros, un peu moins d'1 milliard.
Il y a eu par contre une taxe Covid donc, qui a été créée pour l'occasion de 740 millions d'euros, ce qui ne rattrape pas complètement les 990 millions d'euros, c'est vrai, mais il y a eu déjà un petit effet RAC 0 à plus 20 millions d'euros. Il restait un solde de 230 millions d'euros, mais en 2020, on voit que ce solde est plus que consommé, puisque le RAC 0, d'abord les soins reportés ont représenté une augmentation des remboursements de 370 millions d'euros, le reste à charge 0, 142 millions, soit une augmentation des remboursements de 510 millions. Vous voyez qu'il restait 230 millions non consommés en 2020, 510 millions ont été consommés en 2021. On aboutit à des dépenses supplémentaires pour les mutuelles de 280 millions d'euros. Donc, quand le ministre dit que les mutuelles ont fait des économies sur la Covid, c'est faux. Ça a été momentané sur l'année 2020, mais avec la taxe qu'il a mis en place, il a déjà réabsorbé une grande partie de cette diminution des prestations et les reports de soins logiques, parce qu'y compris les reports notamment des opérations chirurgicales ont pu produire, y compris des dégradations de la santé des personnes au-delà de la question de la Covid. Donc ces reports de soins et le reste à charge zéro ont produit une augmentation des dépenses. Donc pour 2022, les mutuelles limiteront leurs cotisations au maximum, comme elles le font toujours, mais il n'est pas question, et de toute façon, ce n'est pas du pouvoir d'une fédération, c'est chaque mutuelle, et il y a une démocratie mutualiste, c'est chaque mutuelle à son assemblée générale, son conseil d'administration qui décide de l'évolution de ses cotisations. On sait que les mutuelles sont soucieuses parce que l'AG, comme le conseil d'administration, sont représentants des adhérents, de limiter au maximum l'augmentation des cotisations. Pour autant, personne ne peut prendre l'engagement à aujourd'hui de diminuer ou de bloquer les cotisations sous peine de mettre en danger l'existence même des mutuelles, qui sont, et là aussi les chiffres du gouvernement le montrent, à peu près à l'équilibre. À peu près à l'équilibre. Voire des fois, certaines années, légèrement en déficit, justement parce qu'elles ont contrôlé leurs cotisations. Je voudrais vous montrer une deuxième infographie, celle-là, si c'est possible. Céline. Donc là, c'est sur 2021, puisqu'on nous accuse d'avoir fait des... Oui, là, par contre, on en voit qu'un petit bout. Voilà. Vous voyez qu'en 2021, hors taxe, sans compter la taxe Covid, les prestations ont augmenté de 5%. Les remboursements de soins par les mutuelles ont augmenté de 5%, alors que les cotisations en moyenne au 1er janvier n'ont augmenté que de 1%. Vous voyez que les mutuelles, non seulement n'ont pas abusé, n'ont pas profité, mais ont pris à leur charge une part des dépenses de santé plus importante que les augmentations de cotisations. Alors, pour terminer, simplement, nous ne nions pas et nous sommes parfaitement conscients du fait que le niveau des cotisations des complémentaires commence à poser problème pour une partie importante de la population, en particulier pour les retraités. Et cette situation est le résultat de plusieurs mécanismes. D'abord, le fait qu'avec les grignotages qui ont été faits sur la sécurité sociale ces dernières années, voire ces dernières décennies, la sécurité sociale ne joue plus complètement son rôle de socle de solidarité nationale. On a un système de protection sociale solidaire qui est basé sur un mécanisme à deux niveaux, une sécurité sociale qui organise la solidarité la plus large, qui permet de réduire les écarts de dépenses de santé entre les bien portants, les malades, entre les jeunes et les plus anciens. Et la sécurité sociale ne joue plus complètement ce rôle. On a des écarts de tickets modérateurs. Ce qu'on appelle le ticket modérateur, c'est le reste à charge après intervention de la sécurité sociale qui se sont creusés. On voit que, par exemple, sur les malades de longue durée, les affections de longue durée, ce qu'on appelait improprement le 100% Sécu, le reste à charge après intervention de la Sécu, non seulement il n'est pas de zéro, donc le 100% c'est une vaste blague, mais le reste à charge pour ces personnes-là, qui sont plus malades que la moyenne de la population, et ça devrait être compensé par cette meilleure prise en charge à 100% du ticket modérateur, cette prise en charge, elle aboutit au fait que leurs dépenses
qui restent à leur charge après intervention de la Sécu sont 50% en moyenne, même un peu plus de 50%, plus élevés pour le reste de la population. Donc cette solidarisation du reste à charge pour les plus malades, elle fonctionne moins bien. Et c'est vrai aussi pour les personnes âgées. On s'aperçoit qu'avec la multiplication des forfaits, des dépassements d'honoraires, des franchises, le reste à charge, notamment hospitalier, pour les personnes âgées est très élevé. Si on prend les personnes de plus de 80 ans, on a un niveau de reste à charge qui est de l'ordre de 1 000 € par an, rien que pour l'hôpital. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes de 80 ans sont hospitalisées, mais rien que pour l'hôpital, le reste à charge moyen pour les personnes de plus de 80 ans, c'est 1 000 €. Ça veut dire que sur les cotisations pour les personnes âgées, il y a déjà 1 000 € avant tout autre remboursement de soins, avant tout autre frais de gestion, taxes, etc. Il y a déjà 1 000 € rien que pour le remboursement hospitalier. Donc ça aboutit à des niveaux de cotisation qui sont disproportionnés par rapport au niveau de retraite. Et de ce point de vue, on a un vrai problème. On a un vrai problème. Et d'ailleurs, les mutuelles en sont parfaitement conscientes, puisqu'elles couvrent les mutuelles à peu près 50% de la population, mais elles couvrent 75% des retraités. 50% de l'ensemble des populations, 75% des retraités. On voit là l'effet de la concurrence qui a été introduit en complémentaire et l'écrémage, la sélection des populations que pratiquent d'autres opérateurs et qui aboutit à cette situation. Les contrats groupes d'entreprise ont participé également à casser la solidarité intergénérationnelle. Avant les contrats groupes obligatoires, les mutuelles mettaient tout en place, en complément de la sécurité sociale, un mécanisme de solidarité générationnelle qui faisait que les plus jeunes, qui ont des dépenses un peu moins importantes de fait de leur âge, payaient un peu plus que ce qu'il fallait pour couvrir leurs risques propres, mais par contre, les plus âgés, qui ont des dépenses plus importantes, payaient un peu moins. C'est ce qu'on appelle la mutualisation, tout simplement. La mutualisation, ça consiste à égaliser les coûts entre les personnes qui ont des risques différents. C'est le contraire de l'assurance. Des fois, on nous dit qu'on a des assurances mutuelles. C'est le contraire de l'assurance. L'assurance, ça consiste à faire payer à chacun son propre coût. La mutualisation, c'est égaliser. Et donc, cette égalisation qui se faisait entre retraités et actifs a été mise à mal, pour ne pas dire complètement cassée, par les contrats groupes obligatoires qui, eux, ne travaillent que sur les actifs. Voilà. C'est les actifs et que les actifs qui ont en plus la participation de l'employeur, qui ont des avantages fiscaux et sociaux et qui bénéficient de leur risque moindre compte tenu de leur âge. Ça aboutit au fait qu'au moment du départ en retraite, en moyenne, alors maintenant c'est étalé sur 2-3 ans par la loi, mais au total, au bout des 3 ans, on aboutit à une moyenne de triplement de la participation des ménages au moment du départ à la retraite. Donc au moment où le revenu baisse, on triple le coût de la complémentaire santé. Ce sont des mécanismes qui effectivement ne sont plus supportables. Et quand les retraités hurlent sur le fait qu'ils sont en difficulté pour se soigner, ils ont raison, mais ça ne peut pas se régler que par des polémiques et des invectives. Il faut trouver les bons mécanismes et la mutualité a fait des propositions et continuera à faire des propositions dans le cadre de son action Place de la santé. Elle va publier dans les semaines qui viennent, dans la perspective des élections, une plateforme de propositions, notamment pour remédier à ces inégalités et pour que la Sécu rejoue complètement son rôle de solidarité nationale. Quand on parle de grande Sécu, au-delà des volumes et des effets d'annonce, une grande Sécu, c'est une Sécu complètement solidaire. Malheureusement, elle reste un élément de solidarité essentiel, mais il y a eu des coups de canif dans le contrat, de par les politiques de ces dernières années. Il faut revenir à une sécurité sociale qui joue pleinement son rôle de solidarité nationale. Et si cette solidarité nationale est mieux assurée qu'elle ne l'est actuellement, on pourra avoir des complémentaires qui resteront aussi solidaires, qui resteront aussi sur une base d'égalisation et de réduction du reste à charge des personnes, ce qui produit quand même, parce qu'il y a beaucoup de critiques, je tiens à le dire, on l'a dit dans le communiqué, ce qui produit le fait qu'après intervention de la sécurité sociale et des mutuelles, les Français sont aujourd'hui ceux qui ont
parmi tous les pays développés, le reste à charge final sur leurs soins le plus bas. Je pense que c'est une situation importante et qu'il faut pas et qu'il ne faut pas oublier, mais surtout qu'il faut préserver par une meilleure affectation des ressources et par une meilleure solidarité entre les personnes, quel que soit leur âge et leur état de santé. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Peut-être un problème de lumière, non non, c'est bon. Bon, c'est bon. OK. Voilà, si vous avez des questions, je suis disponible. Je suis conscient, il y a beaucoup de choses. Des fois, je mets beaucoup de choses et trop. Donc, si vous voulez qu'on éclaircisse. On avait une troisième infographie, peut-être qu'on peut la passer, qui concerne le poids des taxes, qu'on vous enverra également. Voilà, ça c'est le poids des taxes sur les 2 dernières années, 2020 et 2021. Donc, 5 milliards d'euros de taxes qui existaient avant la Covid, 0,7 milliards qu'on a rajouté par la taxe Covid, soit 5,7 milliards d'euros au total, qui représente 15,3%, c'est un peu caché, mais je crois que c'est soit de mémoire, 15,3% des cotisations acquittées par les adhérents qui vont à des taxes. Voilà. Moi, je voudrais évoquer la sécurité sociale. Oui. En fait, vous expliquez à un moment que il faudrait peut-être la réformer. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau de la sécurité sociale pour que la sécurité sociale et les mutuelles puissent arriver à un socle suffisamment solide pour aider les Français dans la prise en charge de leur santé tout au long de la vie, puisqu'on sait qu'on est sur une population très vieillissante. Hein. On a les papy et mamie boomers qui vont sortir de la vie active maintenant. Donc, la question, c'est quelle réforme de la sécurité sociale vous souhaitez ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà un choix politique à faire, qui est le niveau des ressources qu'on consacre à la sécurité sociale. Je pense, mais ça, après, c'est le choix politique que les Français auront exprimé par leur vote. Je pense qu'il faut qu'on tienne compte du fait qu'avec le vieillissement de la population, il est peut-être légitime de consacrer plus des ressources du pays à la prise en charge des soins. Sinon, on va avoir un problème de prise en charge. Donc ça c'est une première question. Et là-dessus, il y a un certain nombre de choses à examiner. Notamment, par exemple, la sécurité sociale souffre aujourd'hui très fortement des exonérations de cotisations sociales qu'a décidé le gouvernement, qui jusqu'à il y a 2 ans, il compensait, puisque c'est un choix économique, et qu'il a décidé il y a 2 ans, de retirer de la loi l'obligation qu'il avait de compenser les exonérations de cotisations qu'il décidait. Et il a dit, mais pour l'essentiel, je continuerai quand même à compenser. On voit avec la crise de la Covid qu'il a décidé d'exonérations considérables de cotisations. Par rapport, ça a commencé avec les heures supplémentaires, mais ça a continué avec le chômage partiel. Il a décidé aussi dans le même temps d'affecter à la sécurité sociale des dépenses qui ne sont pas forcément à financer par la sécurité sociale. Je pense par exemple aux congés pour garde d'enfants qui ont été assimilés à des congés maladie. Alors je ne dis pas qu'il ne fallait pas prendre en charge. Bien évidemment qu'il fallait, dans le cadre de la solidarité nationale, prendre en charge les congés garde d'enfants pour les personnes au moment où les écoles étaient fermées, pour les personnes qui ne pouvaient plus travailler de ce fait. Mais pourquoi l'assimiler à un congé maladie, si ce n'est pour reporter le coût de la mesure du budget de l'État sur le budget de la sécurité sociale. Donc il y a déjà ces éléments-là, et on pourrait discuter du volume des ressources qui sont consacrées à la sécurité sociale, qui, à mon avis, sont insuffisantes. Mais même à volume égal, pour sortir de la polémique de il n'y a plus d'argent. Enfin, il n'y a plus d'argent, sauf quand on décide qu'il y a de l'argent. Mais sortons de cette polémique du volume des dépenses. Même avec le volume actuel des dépenses, le fait que la sécurité sociale
n'égalise plus suffisamment, ne joue plus son rôle de mutualisation, de solidarisation des dépenses, c'est une question de choix. C'est une question de choix d'une politique de santé, de choix d'une allocation des ressources et de choix aussi de l'organisation de notre système de soins. Les dépassements de tarifs, les dépassements d'honoraires font qu'il n'y a plus de tarifs de référence. Le tarif sécurité sociale n'est plus, dans beaucoup de cas, et dans de plus en plus de cas, n'est plus le tarif payé par les personnes. Ça, c'est un vrai problème, quoi. On dit par exemple, dans le cadre d'un cancer, on est pris en charge à 100%, parce que c'est une maladie lourde, sauf qu'on s'aperçoit qu'un certain nombre de biens médicaux indispensables, je discutais il n'y a pas longtemps avec une dame qui avait eu un cancer du sein, qui avait un œdème du bras, ça arrive souvent en complication d'une opération du sein. Pour cette dame du bras, elle devrait porter un brassard de contention. Le brassard de contention est directement lié à son cancer du sein et à l'opération qu'elle a subie. Donc, c'est remboursé à 100%. Sauf que les brassards du bras, en pharmacie, on les trouve à minima, les moins chers, à 2 fois le tarif sécurité sociale. Donc, on parle de 100% et on rencontre des cracks. Quand on fait 100% de la moitié du prix, on rembourse à 50%. Et c'est vrai pour une multitude de soins. Donc, il y a ces choses-là qu'il faut qu'on revoie. Il faut qu'on revoie comment aussi on prend mieux en charge les dépenses hospitalières. Les dépenses hospitalières sont des dépenses lourdes. Tout le monde pense que l'hôpital, c'est gratuit. C'est faux. Ce n'est pas gratuit du tout. Et il y a des tickets modérateurs qui, dans certains cas, sont limités. Notamment quand on a une opération chirurgicale, on a une prise en charge à 100%, mais prise en charge à 100% du tarif de l'hôpital. Par contre, on a le forfait journalier qui représente des sommes, qui peut représenter des sommes importantes et qui ne sont pas du tout pris en charge par la sécurité sociale. Donc ça, c'est un premier problème. Mais au-delà de ça, ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que si on n'a pas d'intervention chirurgicale, les 30 premiers jours d'hospitalisation sont soumis à un ticket modérateur de 20%. Un ticket modérateur de 20% quand on est en soins intensifs, comme ça a été le cas de beaucoup de personnes en 2020, c'est plusieurs milliers d'euros. On a vu des factures d'hôpital pour les personnes de 8 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros. Nous, on les a vus passer, et pour nos adhérents, on les rembourse. On prend en charge la totalité du ticket modérateur de l'hôpital. Donc, pour ceux qui ont une mutuelle, ça va sur la mutuelle, mais ça participe de l'augmentation des coûts. Mais pour ceux qui n'ont pas de mutuelle, et malheureusement, il y en a encore 5 à 6 millions dans notre pays, c'est des restes à charge insupportables. On a vu la polémique qu'il y a eu au printemps 2020 sur des personnes qui sortaient, et notamment à l'assistance publique de Paris, qui sortaient de l'hôpital et qui avaient des factures de ce niveau-là. Ces choses-là devraient être réglées par la solidarité nationale. Alors, est-ce qu'il faut répartir différemment les ressources de la sécurité sociale, y compris à enveloppe constante? Je l'ai dit, je pense que l'enveloppe constante n'est pas souhaitable. Mais mettons-nous dans la logique du gouvernement qui dit « je ne veux pas mettre plus sur la sécurité sociale ». Rien n'empêche de réaffecter les remboursements de la sécurité sociale, de contrôler les dépensements de tarifs et les dépassements d'honoraires pour arriver à ce qu'il n'y ait pas des écarts et des déséquilibres aussi massifs. Pour les personnes âgées, c'est l'un des problèmes essentiels. 1 000 euros de ticket modérateur moyen pour les personnes de plus de 80 ans. Je n'ai pas regardé, j'aurais dû, le ticket modérateur moyen pour l'ensemble des assurés sociaux, mais 1 000 euros de ticket modérateur moyen pour toutes les personnes de plus de 80 ans que pour l'hospitalisation, c'est considérable. C'est considérable. Et si on ne revient pas sur ces questions-là, donc il y a des choses à faire. Le gouvernement parle d'une grande sécu. J'ai vu qu'il y avait encore dans la presse des déclarations de notre inénarrable ministre de la Santé. Il parle d'une grande sécu. Une grande sécu, c'est d'abord une sécu qui assure la solidarité nationale et qui évite qu'il y ait des personnes qui aient des frais très supérieurs à la moyenne. Voilà. Donc il y a des choses à faire sur la sécu. Il y a notamment des choses à faire pour réorienter un certain nombre de dépenses vers son rôle premier, ce pourquoi elle a été créée, assurer le socle de solidarité nationale entre tous les résidents de notre pays, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop d'écart
et qu'on ne se retrouve pas dans des situations où certaines personnes n'arrivent plus à faire face à leurs frais de santé ou à leur complémentaire santé parce qu'ils ont des restes à charge considérables. Écoutez, pour moi, c'est parfait. Je vous remercie. J'ai tout ce qu'il me faut. En revanche, je vais avoir besoin de votre photo, de votre portrait. Vous pouvez me l'envoyer? On vous l'envoyer avec les infographies. Voilà, C'est pas super. un problème. On vous l'envoie. Bon. Merci beaucoup d'être venu et merci beaucoup de votre participation.